Je reprends cette phrase. Je pense que si on avait fait une enquête anthropologique et sociologique des réactions à la Covid, on aurait vu des choses incroyables apparaître. Enfin, on l'a vu. En gros, c'est complotisme, refus de voir les faits, organisation pour anti-vax, organisation de résistance et tout ça. C'est un peu comme les sorcelleries en Afrique. C'est pas plus rationnel, c'est pas moins, c'est pareil. C'est une explication du monde, une attitude face au monde et à l'action contre la vaccination, contre l'État. Alors, donc, qu'est-ce que l'État, alors, etc. Donc, je dis, on aurait. Il n'est pas question de supprimer les sociologues, mais pour les sociétés complexes comme les nôtres, il faut associer tout, quoi. L'historien, l'anthropologue, le sociologue, il faut travailler ensemble, quoi. L'histoire de l'Allemagne, c'est pas la nôtre, hein, c'est pas le fédéralisme allemand, c'est pas le centralisme français, c'est pas possible. Et puis quand tu vois aussi quelque chose qui reste de la Révolution française, c'est l'incroyable demande d'égalité en France. Tu n'as pas de diplôme et tu veux gagner 2 millions par mois. Enfin, je veux dire, tu as toujours des revendications pour être à égalité avec d'autres. Aux États-Unis, mon cul, tu restes à ta place. Si t'es bon, tu montes. Si t'es pas bon, tu restes. Il y a le capitalisme protestant, donc il n'y a pas de pitié. Il y a la compassion, mon pote. Ce que disaient les protestants allemands, c'est moins la justice qui compte que la compassion. Nous, c'est toujours la justice, la bataille pour la justice, avec les syndicats. Mais la compassion, c'est... Je viens de voir les données sur l'Angleterre, situation lamentable. 947 charity groups, c'est-à-dire c'est la charité pour manger pour les étudiants. Et les gens donnent. En tant que protestants, ils donnent. Ils ne se révoltent pas beaucoup contre l'État, ils donnent par charité. On compense l'injustice du monde par la charité chrétienne. Mon cul, tu parles. Les Français, tu peux pas, ça. Dire que tu compenses la justice par la charité, non. Il faut que l'État paye en France. Tout. L'État, on lui demande tout, il ne fait jamais assez. C'est le pays qui donne le plus à la sécurité sociale, le plus mal géré peut-être pour l'argent qu'il dépense, parce que c'est fabuleux quand même, hein. Les impôts les plus lourds, la sécurité sociale la plus large, et tout le monde proteste tout le temps. On va bientôt avoir quelques centaines de voitures qui vont brûler avec l'hiver. Tu vas voir, aucun pays n'a eu les gilets jaunes quand même. 54 semaines, plus d'1 an, avec chaque semaine des banques qui sont des bijouteries dont on vole les bijoux, les vélos qu'on vole, on brûle les trucs. Il y a même eu la préfecture du Puy. Et il y avait les hommes dedans, ils ont été sauvés au dernier moment. Hein. Et quand Macron est venu 2 jours après sa voiture a été attaquée quand même. Hein. Par les mêmes qui avaient brûlé les... Donc ça n'existe pas en Angleterre. Hein. C'est pas qu'ils soient pas... Mais ils ont voté, tu as vu, les anciens partis ouvrières du Nord ont voté maintenant pour la première fois
conservateurs, ils s'en mordent les doigts maintenant, mais bon, c'est quand même des gens qui votaient toujours contre Thatcher, qui avaient été laminés par le libéralisme, avec beaucoup de chômage et tout. Ils sont virés vers Cameron. Ensuite, le Beaujeu, là, le marrant, le rigolo, là, qui est bon en politique, hein, pour manipuler, il est très fort. Maintenant, ils sont morts. Il paraît qu'il y a 58% des gens qui voudraient revenir dans l'Europe, mais ni le Labour ni les conservateurs ne veulent faire un nouveau référendum, comme si c'était du passé déjà. C'est vrai, c'est vrai. Donc tu vois, j'ai vraiment passé... Maintenant, on peut dire que je fais de plus en plus de l'anthropo-géopolitique. Je pourrais dire que ce n'est pas de la géopolitique comme tout ça. Pascal Boniface, que je lis tout le temps. Mais quand je lis Pascal Boniface, que j'aime beaucoup, il avait dit oh, jamais la Russie n'attaquera l'Ukraine. Je relis Hutchison. Lui c'est un prophète. Hein. 1998. Le prochain siècle sera la confrontation de la Chine et des États-Unis. Et l'adversaire le plus... on ne peut pas dire comment dire... L'adversaire le plus permanent seront les pays musulmans. 98, c'est lui qui fonde la grande revue de géopolitique américaine, Foreign Affairs, qui est magnifique. Hein. Qualité de débat et tout. Bon, lui aussi, quand j'ai lu mon copain Hutchison, la Russie jamais n'attaquera l'Ukraine. Ils sont tous trompés. Ils pensaient que je sais pas. Les gens ne réalisent pas qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Russie est la seule à s'opposer au capitalisme quand même, non? Tu as l'URSS contre les États-Unis. Et en 1991, quand elle s'effondre, l'URSS, c'est après 74 ans de confrontation avec l'Occident. Ce qu'ils voulaient, c'était la mort du capitalisme. Ils se sont trompés. Bon, et pour défendre le capitalisme, les Américains soutenaient Pinochet. Donc ils oubliaient la démocratie quand c'était nécessaire, n'est-ce pas? Bon, voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc c'était mieux. L'Occident a traité la Russie d'après Gorbatchev, c'est vrai, comme des vaincus, quoi. Vous avez fait chier pendant... Maintenant, vous êtes à haute, et on était contents. 50 millions de morts en Europe par l'Occident. Mais moi, j'ai vécu la Deuxième Guerre. Toi, tu l'as pas, personne... C'est en Occident qu'il y a eu toutes les pires guerres du monde, c'est pas ailleurs. Donc on était content que la paix existe. On nous accuse maintenant d'avoir dormi et tout. C'est possible, moi je ne suis pas ministre. Mais on était content que la paix règne. Que les Adenauer et De Gaulle, Adenauer et De Gaulle se serraient la main. Ensuite Kohl et puis qui? Giscard, c'est ça? Franco-allemand, franco-allemand. Ok, c'est vrai. Mais les spécialistes de la Russie post-soviétique, ils auraient dû voir que le mec, il voulait recommencer, quoi. La grande Russie, c'est leur truc à eux, quoi. C'est des conneries, quoi. La grande Russie, la grande Serbie, la grande Chine.
C'est quand même des rêves, des imaginaires politiques dangereux, quoi. Donc on n'avait pas vu. Les Américains, ils n'avaient pas compris que l'Ukraine pouvait résister. Au début, ils avaient proposé à Zelensky de l'exfiltrer en taxi. Le mec, il est resté sur place pour combattre, il a eu raison. Il est devenu un homme d'État quand même, hein. C'est pas, alors que c'était un très bon clown, quoi. C'est un bon producteur de spectacles. Riche d'ailleurs, corrompu à la manière ukrainienne, quoi. Mais donc les Américains ont compris que c'était une occasion. Après, dès qu'ils ont vu la résistance, et je dois dire que je suis d'accord avec leur projet. Il faut casser les reins de la Russie. Il faut qu'elle reste à sa place maintenant, deuxième classe. C'est pas un pays riche, c'est pas riche en matières premières, mais le niveau de vie, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Et donc ils veulent absolument que, par les Ukrainiens interposés, Poutine ait la baffe sur la gueule, quoi, qu'ils comprennent ce qu'il est, quoi. Est-ce que ça va réussir? Je ne sais pas, hein, je sais pas. Moi, je vois le pire après l'hiver. Il va mobiliser 1 million d'hommes, ce qui est lamentable. 1 million contre un petit pays, quoi, 40 millions de gens. 66 millions en France. 67 millions, 80 en Allemagne. 69 en Angleterre, à peu près. Hein. Voilà les 3 grands pays, puis après c'est moins quand même. L'Espagne, 40 millions, c'est pas. Donc, moi je pense plutôt à mes petits-enfants, tu vois. Ils ne vont pas vivre comme moi la Deuxième Guerre mondiale, mais il va y avoir une recomposition. Hein. On va devoir accepter les coupures de courant et refaire une économie de guerre, c'est-à-dire l'industrie, au lieu de faire des tracteurs, va faire des tanks. C'est sûr maintenant. Et ça, c'est très, très dangereux à long terme, hein, parce que quand tout le monde se réarme, un jour, il faut faire la guerre. C'est ce qui s'est passé avec Hitler, c'est ce qui s'est passé avec l'empereur d'Allemagne, quand même. Parce que c'est l'Allemagne qui a poussé la guerre, la Première Guerre mondiale. Tu te rappelles par le coup de, comment il s'appelait, l'archide, hein? Sarajevo, là. Sarajevo, là. Ils ont assuré les Autrichiens que s'ils faisaient la guerre, l'Allemagne était derrière. Donc, ils ont dit, ok, vas-y les gars, on est prêts, quoi. L'industrie allemande. Ce que j'ai découvert, que je ne savais pas dans mes lectures, c'est que les Allemands, devant leur triomphe scientifique, hein, multiple, hein, vraiment, premier en chimie, premier en physique, avec après Einstein 1905, la relativité restreinte, etc. Max Weber était dans un comité de toutes les élites pour la suprématie de la race allemande. Le père oui, oui. Oui, oui. Donc j'ai découvert qu'il était avec Ratzel, le fondateur de la géographie, tout ça. Ils étaient fiers de leur supériorité. Et donc l'idée que la race allemande a un destin particulier, tu vois, pour commander au monde, même un type comme Max Weber, bon, il ne l'a pas mis en avant, mais ils étaient dans le même monde. Ah oui, il y avait les généraux allemands, les grands industriels, Thyssen, Krupp, etc. Et ensuite, Hitler fait un accord avec Thyssen et Krupp
en disant on va vous sauver du communisme et du bolchevisme et tout, parce qu'ils avaient peur des grèves et tout. Mais on relance l'économie par la guerre. Et donc ils ont tous été Volkswagen, tout ça, ils ont tous été dedans, quoi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Groupe, il y avait aussi, comment il s'appelait, beaucoup de grandes industries allemandes. Ils ont été favorisés par la guerre quand même. Et après la guerre, regarde les Américains. Après la guerre, les Français, les Anglais, on est plutôt abattus. Hein. Le mur de Berlin et tout, division de l'Allemagne. Aussitôt, les Américains aident plus les Allemands à se reconstruire parce que d'autre côté, il y avait l'Allemagne de l'Est. Donc face au communisme, on redonne un coup de main, on oublie tous les criminels de guerre, au Nuremberg, ça fait une trentaine, puis tous les ingénieurs, physiciens, tous partent aux États-Unis. Et figure-toi que toute la banque de données allemande de dénonciation, des millions les Allemands aiment beaucoup dénoncer. Hein. Donc, avec l'hitlérisme, les gens dénoncent les voisins qui sont juifs ou syndicalistes ou communistes. Les premiers camps de concentration sont ouverts pour les syndicalistes et les communistes. Puis, il y a les juifs et l'extermination, le pacte de Potsdam. Donc les Américains, quand ils sont arrivés à Berlin, ont trouvé la banque de données de toutes les lettres de dénonciation des voisins, qui te montrent la pourriture allemande sous le nazisme. Il ne faut pas croire. C'est les gens qui dénoncent leurs voisins, ce n'est pas toujours les policiers, quoi. Et donc, elle a été transportée aux États-Unis intégralement. Ce qui donnait aux Américains des moyens de pression sur beaucoup de gens après. Donc, ça, c'est la réelle politique. On peut pleurer, mais c'est comme ça. C'est comme ça, les gens. Je ne suis pas chrétien, mais il y a un côté noir de l'humanité. Hein, c'est un côté noir de l'humanité, quoi. Faut pas idéaliser l'humanité, quoi. Et sinon, la politique devrait pouvoir arbitrer entre le blanc et le noir, entre le côté sombre, raison d'État, c'est-à-dire je tue l'adversaire, je lui envoie un drone sur la gueule, ou un espion qui l'assassine au bon moment, quoi. Et puis après, les droits de l'homme, quoi. Hein, bon, mais il ne faut pas pleurer, c'est comme ça. Je pense que si je pense que c'est difficile à enseigner une morale des deux côtés du monde, quoi, aux enfants. C'est difficile de leur monter le réalisme des deux côtés, le côté sombre et le côté solidaire et généreux. Mais il faut au moins qu'à un moment, les gens l'apprennent quand même. Pas seulement par la vie, par les cambriolages ou les viols des femmes et tout. Il faut le dire. Et normalement, les politiques devraient être au premier rang pour défendre les droits de l'homme et tout, tu vois. Repousser le côté sombre. Et c'est pas tout à fait le cas, quoi. C'est pas tout à fait le cas. Des choses extrêmement bizarres il y a 8 000 milliards de dollars dans les banques, dans les paradis fiscaux. Tu résous le problème de la faim au Soudan. Tout le temps. Peut-être même lutter contre la sécheresse et tout, tu vois. Alors, comment tu peux autoriser les gens à planquer l'argent qu'ils font en France ou en Belgique et le mettre ailleurs pour ne
pas forcément l'investir, ou alors l'investir avec la mafia en Suisse pour blanchir l'argent des autres. C'est pas... Tu comprends qu'il y a un niveau où on comprend la gauche quand même. Hein, mais bon, chez nous, on a un révolutionnaire endurci qui est Mélenchon. C'est lamentable. Là, entre Mélenchon, qui depuis 15 jours, il promet un nouveau mai 68 en France, et Madame Le Pen qui va prendre le pouvoir parce qu'elle est devenue respectable. C'est vraiment des conneries, tout ça. Et quand tu vois la droite française qui vote maintenant sur les positions de Zemmour, pratiquement, les républicains qui ont été lessivés comme les socialistes, pour se refaire un parti, ils ont 62 députés, moins que le Front National, 89. Hein. Donc tu vois ce qui s'est passé en France, qui est inouï, quoi. Ils prennent des positions maintenant d'extrême droite, proches de Zemmour. Ils ne vont pas se refaire avec ça. La seule chose, au lieu de résoudre les problèmes de la France, ils veulent le pouvoir. C'est pas pareil. Puisqu'on n'a pas de majorité absolue, on a donc à négocier avec les partis pour trouver une solution pour la France, pas pour les partis. Et tu les vois lutter, tu entends les séances d'insultes à l'Assemblée. On dirait qu'on est dans un restaurant l'arrière-boutique, d'insultes, de dénégation. C'est toujours Macron, à cause de Macron, à cause de l'État. Connerie, c'est infantilisme. Et donc, je te dis, la France, moi, c'est mon pays, donc je suis un peu malade. Je souffre un peu de tout ça. De ma propre vie, parti de catholique, jeune communiste, obligé d'abandonner le communisme devant l'invasion de Tchécoslovaquie, devant la réalité. Jamais je ne rentre au Parti socialiste, mais j'accompagne les socialistes quand ils arrivent au pouvoir parce qu'ils font des réformes. Au bout du compte, tu vois, ils sont incapables d'affronter le capitalisme libéral, globalisé. Rien, ils ont échoué. Hollande. Et comme les Français ont délocalisé, en Slovaquie, il n'y a pas de chômage. En Slovaquie, plein d'emplois avec Citroën, Peugeot, tous. Ça tourne à fond là-bas. Hein, en Roumanie, ça tourne bien. Donc après, tu as toutes les régions du Nord qui sont maintenant Le Pen. Mon pays, c'était un pays d'agriculture, ça reste. À côté, c'était les mines. Moi, j'habitais à Béthune, Vermelles, donc pas loin de la frontière. C'était les mines, elles sont vides. Donc les mecs, ils ont voté communistes, ils étaient tous. Voilà. Parfois socialistes, mais socialistes, c'était des traîtres, les communistes, c'était des révolutionnaires. Donc maintenant, ils ont voté en masse Le Pen. Et ça se comprend. Hein. Moi, ça se comprend très bien. C'est le capitalisme qui délocalise et globalise, et donc le capitalisme européen s'enrichit avec la Chine. Et après, il provoque un chômage structurel incapable de résorber. Les jeunes naissent dans le chômage comme leur père. Qu'est-ce qu'ils ont comme avenir, les mecs? Donc tu vois que les ennemis de l'intérieur de la démocratie, c'est le capitalisme qui les crée. Le capitalisme domine le monde comme système et affaiblit l'Occident dont il est sorti. Et on est dans la merde d'un certain point de vue parce qu'il faut réindustrialiser la Belgique, la France, peut-être, oui, en partie, il faut le faire, c'est sûr. Mais bon, donc, je te dis, moi, c'est vraiment de
l'anthropo-géopolitique. Je suis devenu un anthropo-géopolitique parce que j'aborde tout dans la formule de Marx, les rapports entre les hommes sont des rapports de force et d'intérêt, y compris de dominer le capitalisme. Le christianisme veut dominer d'autres religions, c'est des rapports de force et d'intérêt. Et donc je pense que c'est ça la manière d'aborder les choses, tu vois. Mais il ne faut pas se plaindre de la force des autres, tant mieux pour eux. Et donc je suis devenu un anthropo-géopoliticien. Et je t'assure que je me sens bien de travailler de cette manière. Beaucoup d'histoire, toujours plus d'histoire, d'un point de vue d'anthropologue. C'est là que tu découvres que, évidemment, écoute, en Iran, il y a les tribus encore, non? Les Arabes, les Balouches, etc. C'est pas composé comme chez nous. Et déjà, chez nous, on a les Basques et les Alsaciens, donc, qui revendiquent, et les Occitans. Donc, mais on peut comprendre ça. Mais l'uniformisation française, c'est vraiment la puissance de la Révolution française. L'égalité de tous devant la loi, c'est ça qui a fait que on est de moins en moins basque, de plus en plus français, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas le cas en Italie, c'est pas le cas. Sinon, tu n'aurais pas la Ligue du Nord, tu vois. Et en Espagne, j'ai beaucoup vécu en Espagne, entre la Galice, les Catalans, tout ça, c'est pas... Ou les gens d'Andalousie qui travaillent pour 1,5 million, travaillent pauvrement pour les Catalans. Donc il y a aussi colonisation intérieure. Hein. Ou bien les Belges, entre les Wallons et les Flamands, c'était les Wallons qui dominaient au XIXe siècle. Hein. Après, comme ils n'ont pas été capables de s'industrialiser comme les Flamands, paf. Et donc, on a une vision, nous, anthropologues, de l'importance des différences ethniques et religieuses, c'est-à-dire des identités, tu vois. Parce que ma formule que je vais développer dans la préface, tu vois, je vais réécrire ma préface, pour terminer, on peut s'occidentaliser sans devenir occidental. Et ne cherchez pas à rendre occidentaux des mecs qui vont s'occidentaliser. C'est pas la peine, les gars. C'est pas... S'ils sont musulmans, ils vont pas cracher dans la soupe. C'est pas... Ils s'organisent aussi des compromis parce que tu vois pas Erdogan devenir émir comme les talibans. Il est président de la République turque. Il ne va pas déconstitutionnaliser. Même, il veut devenir le leader de l'Arabie sunnite, des Arabes, des sunnites contre les Arabes de l'Arabie saoudite, qui sont les leaders du sunnisme. Et donc ils sont en train de se... Et d'autre côté, il y a les chiites, être persan et être chiite, c'est la même chose. Être perse ou iranien et être chiite, c'est la même chose. Si tu leur retires le chiisme, ils sont plus tout à fait iraniens. Donc tu ne vas pas éradiquer le chiisme, c'est des conneries. On ne comprend pas d'ailleurs la guerre entre Arabie saoudite sunnite avec le wahhabisme qui est contre l'Occident. Hein. Eh bien, j'ai regardé ça, je vais terminer. Ça avait commencé à la fin du XIXe siècle. L'Arabie saoudite, c'était des bédouins, et comme wahhabites, ils ont attaqué les centres sacrés, ils ont détruit la Mecque quand même. Ils ont détruit les tombes de tous les compagnons du prophète. Ils n'ont laissé que la Mecque,
C'était des fanatiques contre les autres musulmans, attaqués comme non-musulmans, comme des infidèles, quoi. Donc, mais alors j'ai lu 2 livres sur Mohammed Ben Wahhab, 1742. Il rencontre l'ancêtre des Saoudiens. Tu fini?